BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas. BFM Business et Tech & Co présente émission spéciale Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas. François Sorel. Bonsoir à tous et merci d'être là, merci d'être fidèles à BFM Business et merci de nous suivre. C'est Tech & Co, la quotidienne. On est là comme chaque soir, vous le savez, votre rendez-vous tech du lundi au vendredi, 19h30, 21h. Et vous le voyez et vous l'entendez aussi, nous ne sommes pas comme d'habitude à Paris, mais nous sommes ici à Las Vegas pour vous faire vivre le CES, le Consumer Electronics Show, édition 2026. Je suis très heureux évidemment de vous accompagner et de vous faire vivre ce CES pour la deuxième journée. D'ailleurs, nous serons là même la semaine prochaine, lundi et mardi, pour continuer à vous faire découvrir toutes les innovations que l'on nous présente ici. Avec au sommaire, pour ce Tech & Co, la quotidienne, en ce jeudi, dans un instant, le débrief de l'ActuTech de ce jeudi, ça sera avec Bruno Guglielminetti et Jérôme Colombin. Ça promet d'être sympa. On recevra aussi le patron de Valeo tout à l'heure, l'équipementier auto, qui nous parlera du contexte, on va dire, politique, géopolitique dans le monde de l'automobile, et puis l'arrivée en force des constructeurs chinois ici au CES. Je recevrai aussi l'une des porte-paroles, des nouvelles porte-paroles de WeSings qui vient de sortir une espèce de balance hyper sophistiquée qui arrive à détecter en fait 60 points biologiques de votre corps. C'est complètement révolutionnaire, on en parlera tout à l'heure. Voilà, et beaucoup d'autres sujets. Je vous invite à rester avec nous. C'est Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas. Bienvenue. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà, deuxième jour ici au CES de Las Vegas. Et avant toute chose, je tenais à nous excuser auprès de toute l'équipe de BFM Business, puisque en fait, le premier jour, l'émission de Tech & Co, la quotidienne, n'a pas pu être diffusée. On a eu un énorme problème technique dans toutes les régies du groupe, ce qui fait que l'émission n'a pas pu être diffusée. Donc, en fait, ce que vous regardez a un jour de décalage, mais vous aurez exactement la même dose de CES 2026 que les années précédentes. Et pour ce deuxième Tech & Co, la quotidienne, eh bien, c'est le débrief de l'ActuTech avec Jérôme Colombin qui est là. Salut Jérôme. François. Évidemment, mon camarade Jérôme Colombin, et quand Jérôme Colombin n'est pas loin, Bruno Guglielminetti ne l'est pas non plus. Salut Bruno. Ouais, particulièrement quand on est en Amérique. C'est vrai. Ah oui, C'est toujours vrai. heureux de vous accueillir. Les deux podcasteurs en vogue en ce moment, les amis. D'un côté, Jérôme Colombin, Monde Numérique, et puis de l'autre, évidemment, Bruno Guglielminetti, avec ton carnet et tes 120 secondes de tech. Ouais, qui marche très bien. Merci. Bah, attends, normal. Ouais, grâce à ta publicité. Bon, tu plaisantes. Ouais. En tous les cas, je suis ravi de vous avoir tous les deux parce que c'est toujours un peu le... Voilà, maintenant ça devient un rendez-vous récurrent. On débriefe ensemble pendant quelques minutes ce CES. Jérôme, je t'ai vu arriver un peu énervé quand même, avec ton drone en plus, parce que Jérôme maintenant a un drone qui le suit comme ça. Absolument, je ne me déplace plus sur mon drone personnel. Voilà, c'est ça. Pour ma sécurité, pour mon branding également. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Tu trouves que cette édition 2026 est un peu moyenne? Oui, je trouve. Alors, c'est toujours difficile de faire un bilan, surtout à mi-parcours. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. ça vient d'ouvrir, hein, mais enfin, ça vient d'ouvrir. Non, il y a déjà, on a déjà 24 heures dans les dents. Mais je trouve que, franchement, pour la première fois, j'ai envie de dire, c'est vraiment un petit CES tout mou. À tout point de vue, j'avais eu cette première impression au CES Unveiled et impression que tu partageais avec moi, parce qu'on a fait même une vidéo sur Monde Numérique pour l'expliquer. C'est vrai. C'était vraiment pas terrible, Unveiled. Ça faisait la foire avec des déballages de gadgets chinois de moyens. Et avec beaucoup moins de présence que les années précédentes, je trouve. Oui, il y avait moins de monde, il y avait moins de choses de qualité quand même. Il y avait moins de Français et j'ai envie de dire, du coup, il y avait moins de trucs un peu insolites. Et puis, hier, j'ai passé la journée au Convention Center, qui est quand même le cœur du CES. Hein, et franchement, j'ai eu l'impression de revivre presque le CES de l'année dernière. Au point que même sur certains stands, on me montre des produits, je dis ça c'est nouveau, non en fait ça c'est sorti l'an dernier. Donc alors c'est vrai que l'innovation c'est toujours des petites choses incrémentales, bien sûr c'est normal, on ne peut pas réinventer la roue à chaque fois, mais là je trouve que c'est hyper mou personnellement, c'est mon premier ressenti, je ne demande qu'à changer d'avis demain. Mais est-ce qu'il faut, juger en fait le CES par ces innovations chaque année, ou est-ce que c'est véritablement sur la longue traîne, tu vois? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Est-ce qu'on n'a pas été trop habitué, gâté
finalement, peut-être qu'on est dans une phase, dans un cycle, où en fait les innovations mûrissent sur plusieurs générations, en fait, sur plusieurs années. Tu as raison, et en plus, et ça on l'avait dit avant que le CES démarre, cette année c'est aussi un peu l'année de l'innovation invisible, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les services, tout ce qui est derrière. Donc voilà, c'est vrai. Bruno, j'ai l'impression, quand je l'écoute, j'ai l'impression de revivre. Moi, c'était en 2010, et je me souviens parce que j'étais avec vous et j'avais fait le constat que je sentais pas qu'il y avait vraiment de l'innovation, mais c'était l'évolution des produits. Et cette année, moi, et puis un peu avec ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'on est dans le... on n'est pas dans le méta, là. Je ne fais pas de clin d'œil à la compagnie, mais l'évolution des produits, elle est à l'intérieur des produits et c'est l'innovation qui est amenée par l'IA. Parce qu'aujourd'hui, un peu comme à l'époque, tout était compatible à Internet. À l'époque, quand c'était l'édition de CES, après, ça a été compatible au iPhone, ça a été compatible à Alexa, à Siri. Bien là, ce qu'on est en train de voir dans cette édition-ci, plus que l'année passée, c'est compatible à l'IA, où il y a, un peu comme il y avait le slogan de Intel Inside, bien là maintenant c'est IA Inside, et ça, on le voit vraiment partout. Oui, mais ces mises à jour-là, elles interviennent tout au long de l'année. Donc finalement, le CES n'apporte pas grand-chose de plus. Alors il y a quelques nouveautés quand même. On ne se retrouve pas dans un désert d'innovation, il y a des trucs nouveaux. On en parlait hier, il y a les télés, il y a aussi... ou des gadgets, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais et puis aussi ça nous permet à nous, Européens, de voir des produits qu'on n'a pas l'occasion de voir habituellement. Tu vois, typiquement les lunettes Meta, les nouvelles générations, elles ne sont pas disponibles en France, en Europe. C'est une anomalie. Et visiblement, elles ne vont pas l'être avant un bon moment. En étant ici, tu peux tester ça. Zoox, peut-être qu'on va en parler aussi dans quelques minutes, les voitures autonomes, donc. Malgré tout, vois, il faut pas bouder notre plaisir. Non. Moi, franchement, je trouve que c'est cool quand même le CES. Mais c'est vrai que on attend le truc waouh, tu sais, un peu le one more thing de Steve Jobs à la fin de ses keynotes. Mais tu sais, pour aller dans le sens de ce que tu dis, je pense au centre des conventions, le principal, le pavillon sud, où maintenant, et ça c'est la deuxième année, je pense que ça se fait de façon formelle, c'est l'Asie qui est présente, c'est la Chine, c'est la Corée du Sud, Taïwan, il est là. Et là, on voit, quand tu parles de choses qu'on ne voit pas, que vous ne voyez pas en Europe, bien là, c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs que si on va en Corée du Sud ou si on va en Chine. Et c'est fascinant. Et moi, je me souviens, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, « Bruno, moi, je visite cet endroit-là parce que l'année d'après ou 2 ans après, bien, ces produits-là sont intégrés dans les produits de LG, de Samsung ou de d'autres joueurs. » Et hier, moi, j'ai passé ma journée là pour aller voir qu'est-ce qui se faisait comme kiosque, comme petite nouveauté qui, finalement, va se retrouver l'an prochain dans les produits vedettes des grands joueurs. Un mot sur la présence de la Chine. C'est incroyable cette année. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que Donald Trump n'est pas au courant, parce que ça va l'énerver. Non, mais alors, forcément, les autorités américaines sont au courant. 2, ils les laissent faire. C'est intéressant. Et 3, les Chinois, n'ont pas peur. Ils sont à l'aise, ils présentent leurs nouveautés. Ouais. On est ici, donc, au Venetian, dans un immense hall où il y a énormément de startups. Vous montez d'un étage et là, vous avez quasiment, j'ai envie de dire, que des Chinois, en fait. Et c'est vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est passionnant à aller voir. Vous avez plein de robots, alors qui marchent ou pas, ça on en parlera tout à l'heure, mais en fait ils cartonnent sur tout ce dont ils savent faire. Par exemple, tout ce qui est robot, nettoyage et tout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça monte en puissance ces trucs-là, il y en a partout. Les produits connectés pour la maison, il y a une marque chinoise qui s'appelle Tuya, qui est disponible en France, qui fait des produits, des interrupteurs, des ampoules, etc. En fait, la Chine est en train je trouve, de performer en maison connectée d'une manière générale. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Ou même la Corée du Sud, moi je regarde, c'est presque la domotisation de produits qu'on connaît déjà, mais ça fait gadget, mais ça marque le temps. Samsung qui nous présente dans sa nouvelle collection de Family Hub un frigo auquel tu dis ferme la porte, ouvre la porte. Ça semble banal, mais il y a combien de parents qui nous regardent présentement, qui nous écoutent, et qui ont dit ça à leur adolescent, ferme la porte, ouvre la porte. Et là, maintenant, tu es directement au frigo, il n'y a pas de chicane et ça se fait tout seul. C'est un détail. Un jour, on va engueuler notre IA parce que la porte n'est pas fermée. Oh, ça s'en vient si ce n'est pas déjà le cas. Ouais. Mais Jérôme, chez toi,
Tu dis Alexa, ferme la porte du frigo, ça doit marcher, non? Presque. C'est vrai que Jérôme a une espèce de, comment dirais-je, showroom. Oui, J'ai envie de dire un peu, comment dirais-je, parfois un peu expérimental. Hein, parce mais que... à un point tel non, ça marche bien. À un point tel qu'il a même démarré un Vous savez podcast. que quand il m'invite à sujet. dîner chez lui, de temps en temps, il crie des phrases comme ça dans la maison pour faire des scénarios et ça ne marche pas. Alors, Mais c'est pas vrai. on est à Ça l'apéro, marche très c'est un bien. peu gênant. Voilà, il est obligé de répéter plusieurs fois. Non, la seule chose, c'est vrai qu'à 23h, les volets se ferment. Donc, Oui. quand tu as encore des amis à table, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc là, il Ouais. faut engueuler Alexa. Ça fait un peu maison hantée. Un peu maison hantée, Ouais. ouais, c'est clair. Alors voilà, ça c'est un peu pour l'ambiance. Maintenant, si on rentre un peu dans le concret, il y a quand même 2-3 trucs. La voiture Sony Honda. Ouais. Ça, c'est un truc, si vous êtes un fidèle de Tech & Co, de BFM Business et de tous les programmes que nous vous proposons, ça fait des années que... Ça on fait sait- 4 ans. 4 ans, Oui. voilà. Que Sony nous a présenté. Ça avait été le choc. Puis je me souviens, on avait dit même sur ce plateau Ouais. en disant oh, Sony envoie un message aux géants de Détroit en disant vous savez quoi? Nous, on arrive dans le monde de l'automobile. De l'automobile. Et il nous faisait réaliser qu'il y avait déjà plusieurs composantes et de savoir-faire de Sony qui étaient déjà dans les voitures. Mais là, tant qu'à faire, ils sortaient la bagnole au complet. Alors, ils se sont rendus compte assez vite que... Pardon, Jérôme. Non, mais on dit Sony, c'est pas que Sony. Maintenant, Non. c'est Sony Sony Honda. Honda. C'est ce que Honda. j'allais dire, c'est pardon. qu'au début, le projet, c'était un projet pur Sony. Voilà. Et Et puis puis après- après, pas faire de voiture. Bah Après, non, ouais. c'est pas leur métier. Non. Et Mais puis Honda, Sony, oui. c'est pas la grande forme, hein, accessoirement. Hein. Voilà. Enfin, il y a plein de marchés. Le smartphone, c'est fini. La télé, Il y a la ça galère. PlayStation qui les tient, c'est Ouais, tout. mais bon, Ouais. c'est pas énorme. Ah non, tout à Heureusement, comme tu le dis, ils surperforment sur des pièces détachées qu'ils vendent en fait à, par exemple, Apple, sur des capteurs photo, des choses comme ça, où ils en vendent des millions. Mais c'est compliqué hein, pour Sony. Hein. Et donc, ils se sont associés, Jérôme, à Honda. Oui, tout à fait. Et la boîte s'appelle SHM, Sony Honda Mobility. Et c'est donc la nouvelle version de cette voiture qui s'appelle la Afila One. Bon, elle est belle comme tout. Elle est bardée de caméras. Il y a même des afficheurs à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, ça t'affiche des petits messages sur la calandre ou à l'arrière. Je ne sais pas si sur la version finale il y aura ça. Alors bon, ok. Tu peux dire par exemple au gars qui est devant, avance, ça y est, c'est vert. Je ne crois pas que ce soit des gros j'imagine machins. le C'est type plus de de la phrase décoration. Ah tu ouais, vois, J'imagine le type de phrase qu'on pourrait voir dans le trafic. Non, mais tu t'imagines, parfois il y a des tensions qui se créent Ah ouais, entre mais- automobilistes, tu peux écrire des insultes. Ça va être terrible. C'est horrible. Ça va être horrible. Ça existe, ça. Tu peux acheter même des trucs que tu mets Oui. sur ton... Oui, c'est Ouais, très, ouais. très Et là, classe. ça amène la bagnole. Maintenant, la question, c'est, ok, très bien, Honda, Sony, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? Bah oui, c'est ça. Ça va être une belle voiture. Bon, déjà, est-ce qu'elle va sortir un jour cette voiture? Alors, ils disent qu'en 2026, elle devrait sortir. Alors ça, il avait dit l'année dernière. Ouais, donc je sais. Non, mais ils avaient dit en 2025 qu'elle allait sortir en 2026. Donc ils Ah, tiennent leur d'accord, promesse, Bah, voilà, visiblement. Ok. exactement. Bon, après, il y aura du Sony à l'intérieur, et notamment sur la partie divertissement. Donc, il y aura la PlayStation à bord. Et tu Ouais. pourras streamer des jeux PlayStation à bord, pas pour le conducteur, mais plutôt pour les gens qui sont à l'arrière, parce qu'il y a deux Quoique, grands écrans à Tu l'arrière. sais quoi, vu à la vitesse à laquelle ça avance et Oui. la voiture autonome, peut-être que demain, tu pourras passer le temps dans les embouteillages en te jouant Tout à un fait. petit jeu PlayStation. Tu joueras à À comment Gran ça s'appelle Turismo. À Gran Turismo, et en fait, Quand tu seras dans les conduiras ta embouteillages, voiture. ça tu vois, c'est le top quand même. Ça serait bien, La hein. boucle est bouclée. Voilà, Tu es dans un exactement. embouteillage, tu joues à un jeu de course de bagnole. Pas mal. Tu te défoules. Sinon, il y aura une IA conversationnelle, un assistant vocal. Bah oui. Mais ça va devenir un minimum syndical, je pense, dans les voitures. Hein. Et c'est pas au point. Enfin, il n'y a pas encore de choses. Alors moi, j'ai Alexa dans ma voiture, mais à part la météo et autres, elle peut rien faire relative à la Oui, voiture. mais il y a Alexa Plus qui va nous sauver, qui va arriver bientôt, Jérôme. Alexa Plus qui est disponible en ligne, en plus sur le web maintenant. Oui, c'est vrai. C'est une annonce qui a été faite au CES. Et d'ailleurs, Mélinda Davansoulas a reçu Panos Panay, qui est le grand patron du hardware chez Amazon, qui auparavant était chez Microsoft. Interview à retrouver sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Tiens, voilà, comme ça. On l'attend avec impatience, Alexa Plus, parce qu'en fait, ça va être les fonctions d'Alexa avec la qualité conversationnelle d'un ChatGPT ou autre. C'est ça le truc. Bon, et vous vous dites alors, quand est-ce que je vais pouvoir aller chez mon petit concessionnaire acheter ma Sony Afila? Si vous êtes en Californie, d'ici la fin de l'année, visiblement. Ouais. 2027 dans le reste des États-Unis, le Japon, et alors en Europe, on n'en parle même pas. Moi, je ne l'ai pas vu sur le calendrier. Non. Ah. Ben voilà. Bon, écoutez.
Mais ça va être dur parce que la voiture. Et c'est positionné haut de gamme, on l'a pas dit, mais c'est une voiture qui coûte 90 000 $. Hein. Oui, effectivement, c'est vrai. Bon, mais aujourd'hui, la voiture, c'est les Chinois qui font la course en tête ou qui vont la faire, très clairement. De toute façon, aujourd'hui, dans le marché de la voiture autonome, c'est qui est le roi? C'est plus Tesla, c'est BYD. BYD, c'est chinois. Bon, on est d'accord quand même que le CES 2026, c'est le coup d'envoi de la voiture autonome ou pas? Avec toutes les démos qu'on a. Alors, concrètes. Oui, il y a des choses intéressantes. Il y a Zoox, qui est un peu l'attraction, voilà, qu'on a tous on en parlait avec Frédéric Simotel hier, mais c'est vrai que vous avez testé, vous avez fait la même démo que nous. Oui. C'est quand même assez super. Cool, franchement. Ouais. Mais à ta question, moi, je dirais probablement pas. Moi, je vais attendre 2027 pour dire que c'est l'année de la voiture autonome. Là, on est encore dans l'expérience. Ça me rappelle un peu, il y a 5 ans, quand les premiers fabricants de voitures, je pense à Hyundai notamment, qui nous amenaient faire des tours sur un circuit fermé avec personne au volant. Personne au volant. Il y avait quelqu'un qui était assis au volant, mais il n'y avait personne qui touchait au volant. Mais c'est ça. Alors aujourd'hui, avec des Zoox ou avec les autres fabricants de voitures autonomes qui sont ici, je me dis, on est encore en démonstration. 2027, je pense, à l'exception de San Francisco et de quelques villes aux États-Unis et en Chine, on est encore loin d'un marché ouvert. Là, donc, Mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais, Jérôme, tu estimes que ce CS est un peu mou du genou. Mais finalement, regarde la voiture autonome. Ça fait combien d'années qu'on en parle? Ça fait 10 ans. Oui, alors... et tu te rends compte qu'il faut, et on en parlait hier aussi, il faut longtemps avant qu'une technologie, en fait, se débug, arrive à rentrer dans une espèce de réglementation, parce que c'est hyper important aussi, tu vois. Il faut régler tous les problèmes réglementaires, il faut que ça fonctionne, et on se rend compte que finalement, la voiture autonome, il a fallu 10 ans pour que ça émerge. Ouais. Et encore, c'est pas encore véritablement... on parle de quelque chose qui ne nous concerne même pas en Europe. Hein. Et en plus, ça ne nous concerne pas. Ça va sans doute arriver, mais on sera les derniers. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il y a quelques annonces qu'on peut rattacher au CES. Donc, il y a la démo de Zoox. Il y a Uber qui a annoncé également qu'il lançait un nouveau modèle, etc. Exactement. En fait, l'objectif, c'est de contrecarrer... Avec Niro et Lucide. Voilà, le but du jeu, c'est parce qu'il y a déjà un acteur qui est bien implanté, c'est Waymo, c'est-à-dire Google, en tout cas dans quelques États et dans quelques villes américaines. Et puis il y a Nvidia qui a fait une annonce là-dessus aussi, qui a dévoilé un truc qui s'appelle Alpamayo, qui est un système évidemment hardware, mais aussi avec une couche logicielle, si j'ai bien compris, et qui va équiper notamment la Mercedes CLA, ce qui offrira un niveau d'autonomie de niveau 3. On n'est pas dans le niveau 4 comme Zoox, mais c'est un acteur de plus et c'est une brique de plus, c'est vrai. Et ça, c'est l'application de l'IA physique qu'on voit arriver dans les robots et maintenant aussi dans les voitures autonomes. Puisqu'on parle d'NVIDIA, forcément, quand on évoque NVIDIA, on évoque Jensen Huang, le patron emblématique de cette boîte qui casse tout en ce moment. Hier, Lenovo a réservé la sphère et a fait une présentation assez incroyable, très spectaculaire. À la limite, j'ai presque envie de dire, et j'aime beaucoup Lenovo, mais en fait, la forme était plus impressionnante que le fond. Ouais. Parce que c'est vrai que c'était magnifique. La sphère vous en met plein la vue. Mais après, des PC avec de l'IA, waouh, génial. On n'avait jamais vu ça, tiens les gars. Alors on rebaptise tout ça, on fait des petites démos, etc., mais rien de neuf sous le soleil. Ils ont présenté aussi, puisque vous le savez, Lenovo a racheté Motorola, l'implémentation de cette IA dans Motorola. Et ils ont présenté un truc, ça nous a fait marrer quand même, une espèce de petit pendentif. Tu sais, un peu la Human machin, là, le truc qu'on avait, l'Human Pin qu'on avait vu il y a 2 ans. Et bien voilà, un truc peut-être un petit peu plus avancé, avec une caméra qui enregistre tout ce que tu fais et avec lequel tu peux dialoguer, poser des questions, etc., etc. Il y a un truc qui est sorti aux États-Unis il y a quelques mois qui enregistrait au moins oralement, vocalement, tout ce que tu fais. Je ne sais plus comment s'appelle le truc. C'est Claude. Non, c'est pas Claude. Non, c'est pas Claude, c'est un autre qui était très positionné. Je suis ton confident psychologique, t'es pas bien dans ta tête, raconte-moi tout, je vais te remonter le moral. Ils ont fait de la pub comme des fous dans le métro à New York. Ils se sont fait massacrer. Il y avait une espèce de mouvement de réaction contre, tu vois. Non, c'était du genre l'IA va trop loin, etc. Les pubs étaient il y a une résistance humaine. C'est la guerre des robots entre les robots et les humains, finalement. Ça commence comme ça.
Après, le type qui a présenté, c'était Mais, un peu foufou. Mais bon. François, pour revenir sur la présentation de Lenovo, et tu parlais de la forme, je pense que ce qui était important, moi en tout cas, moi ce que j'ai retenu, et j'en parlais dans mon carnet ce matin, c'était les invités. Tous les fabricants. Ah ouais, non mais là franchement ils ont même, fait très très fort. tous les, en commençant par NVIDIA, mais tous les grands patrons et patronnes du monde des microprocesseurs ont passé sur le plateau de Lenovo. Et ça dit quelque chose aussi, là. Moi, j'ai rarement vu autant de PDG de grandes compagnies de tech être sur la même scène. Après Lenovo Fallait le faire. est le premier constructeur de PC au monde. Oui, et Ils de ont- super ordinateurs. Bien sûr, ils ont le ThinkPad, l'ordinateur pour les pros, en fait, qui cartonne. Hein. Donc, ils étaient là aussi pour... en fait, on se rend compte qu'il y a l'influence est très importante dans tout ça. Tu vois, tu réserves la sphère, tu fais venir tous les acteurs de l'informatique. Il y avait le patron d'Intel, la patronne d'AMD, le numéro 2 ou 3 de Microsoft. Il y avait qui? Il y avait Jensen Huang, on en parlait. Enfin voilà, il y avait vraiment du beau monde. Ils ont passé un accord aussi avec la FIFA, puisque en fait ils vont être sponsors de la Coupe du Monde de foot. Je sais que tu adores ça, Jérôme, Bien donc sûr. tu vas suivre ça avec beaucoup Il va d'intérêt. changer de téléphone à J'attends ça cause avec de ça. impatience. Il va Voilà. apprendre le nouveau Et donc, il y Motorola. avait le patron de la FIFA qui est venu sur scène parce qu'ils sont partenaires technologiques. Donc, c'était vraiment au-delà des annonces produits. C'est du show. C'est du voilà, show. tu bombes le torse, Bah tu oui. dis voilà, on est là. Après, c'est ça le CES, c'est ça Las Oui, Vegas. mais hein. je suis d'accord. Voilà. Alors, Mais c'était une grande opération, pour moi, là, c'était une grande opération de relations publiques tout à pour fait. se remettre dans la tête Tu as des raison. joueurs, Tu as raison. plus qu'une Bien sûr. présentation C'est plus de la technologique. com que, on va dire, une succession d'annonces Oui, de oui. produits. Si on compare, par finalement. exemple, à la veille, la présentation d'NVIDIA, ça n'avait rien à voir. On parle de PC, restons-y avec cette innovation HP que tu as trouvée. Oui, nouveau clavier de HP, ça a été présenté cette semaine donc au CES. C'est un beau clin d'œil à l'époque du Commodore dans les années 80. Oula, là Ah. on remonte loin mais les amis, c'est du attention. dur, là. Alors, les plus vieux s'en souviendront. Mais l'idée là-dedans, c'est d'arriver à offrir un clavier. C'est vraiment qu'un clavier. À l'intérieur, on retrouve toutes les composantes de l'ordinateur. Et à partir de là, ben, on se balade avec son clavier qu'on branche à un ordinateur, à un écran 4K. On peut en brancher jusqu'à 2. Et ça nous permet d'avoir notre ordinateur à même le clavier. Mais ça, Ouais, c'est pas mal. c'est un pas concept- mal, hein. C'est un concept intéressant. donc en fait, tu ça. as ton clavier, Et c'est ton ordinateur tout. avec Donc, le stockage de tu branches ça sur ton Ouais. écran. Puis on Il faut avait que tu- déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça, mais c'était, je me souviens plus du terme à l'époque qu'on utilisait, c'était un clavier, mais qui était branché à de l'info nuagique. Là, à l'intérieur de la machine, il y a du stockage et il y a de la puissance machine. Donc, on est vraiment avec Ouais, un mais- vrai ordinateur. Alors bon, tu as ton clavier parce que c'est plus ergonomique qu'un clavier de laptop, on est d'accord. Mais si tu veux jouer la mobilité, c'est-à-dire qu'il faut que tu te trimbales aussi avec un écran. Ou alors, il faut être sûr que tu vas trouver un écran là où tu Ouais, mais t'installes. l'idée là-dedans, c'est de... Tu ne peux pas l'utiliser dans un café ou autre. Ouais, oui, tu débranches l'écran et tu Non, mais branches par le exemple, tien. je sais pas, moi, tu es en open space ou quoi, tu as ton clavier, tu as ton PC finalement. Tu le débranches, tu branches sur un écran et c'est Et réglé. tu rapportes juste le clavier chez toi que tu Et branches sur un Jérôme? autre Ouais. écran. Oui. Sachant Pourquoi pas? qu'il y a un bon marché maintenant pour tout ce qui est iPad, tablette du genre, ça fonctionne, ça se branche en Bluetooth. Hein. Tu peux le brancher sur ton écran, Et tout petit ça, écran ou plus grand. tout ça, c'est dû. Alors, je sais pas, c'est de l'Intel qui est à l'intérieur ou du Qualcomm? Je me souviens plus. Je pense que ça doit être plutôt de l'Intel. Et il y a une accélération en fait de la miniaturisation de tous les composants aujourd'hui. Moi, je me suis acheté, pour tout vous raconter, un petit PC, mais alors qui fait la moitié d'un Apple TV. Ouais, En termes c'est de poids, en termes Raspberry de Pi. volume. Et à l'intérieur, tu as tout ce qu'il faut. Tu as de la mémoire vive, tu as du stockage, Bien sûr. tu as un processeur. Alors, ce n'est pas un processeur pour jouer, mais pour faire les tâches bureautiques, pour regarder des vidéos, etc., ça suffit. Et ça pèse quelques grammes. Et tu peux même Ouais. faire des. Et ça chauffe pas. Avoir des utilisations dédiées pour ça. Tu Ouais, peux bien sûr. faire de la domotique avec ça. Tu peux te faire mettre ça sous ta télé pour en faire un petit. C'est un petit hub, hub, voilà, un petit PC. Mais Et c'est ça ça, tourne mais sur le- Windows 11. Ah ouais. Mais le marché du mini PC est vraiment le marché qui est en train Ouais, de monter. c'est clair. Et ça Et- coûte, Et ils offrent des puissances assez impressionnantes. ça coûte une centaine d'euros. En fait, Ouais. c'est pas très cher. Un mot aussi sur. Alors, on revient là ici au Venetian. Tu as un petit peu parcouru les allées. Tu voulais nous parler c'est quoi? C'est un consortium Andilab, C'est un centre d'innovation un centre français. d'innovation. Et je trouve ça intéressant. Je voulais faire un clin d'œil là-dessus parce que de plus en plus, on voit la place que prend la e-santé. Et d'un côté,
on parle de l'utilisation du principe de la longévité. Donc, on veut offrir, je pense à Within, qui est en train de sortir encore cette année plusieurs produits pour permettre aux gens d'avoir accès aux données de notre corps, ce qu'on génère pour savoir comment on se porte. Mais de l'autre côté, pour les gens qui sont en situation de handicap, il y a justement Handilab qui d'ailleurs qui sont présents ici sur Eureka Park et qui est un centre d'innovation qui pousse sur toutes les technologies, enfin ils ont sélectionné certains joueurs, mais pousse sur des technologies qui aident à avancer dans le quotidien pour les gens qui se trouvent en situation de handicap. Et ça, je trouve ça intéressant parce que jusqu'à maintenant, c'était quelques exemples qu'on voyait. Mais là, il y a vraiment toute une délégation française qui est venue ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est super. Le problème, c'est que c'est un champ d'innovation formidable où la technologie peut apporter énormément de choses à ces gens-là. Mais la difficulté, elle est économique. C'est que c'est un petit marché. Donc c'est difficile de développer des technologies c'est pas des petits marchés, coûteuses. C'est pas aussi petit que ça. Hein. Les personnes malvoyantes, les personnes malentendantes, il y en a des centaines de millions dans le monde. Mais il y en a moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Je pense qu'il y a un business qui est faisable, mais le truc c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tu prends un iPhone, tu as tellement de fonctionnalités qui ont été conçues en fait en mode accessibilité pour les personnes malvoyantes ou pour les personnes malentendantes que ça vient. J'allais dire parasiter toutes les innovations qu'on peut imaginer, tu vois. Aujourd'hui, une personne malvoyante, avec un iPhone, il retrouve une autonomie incroyable. C'est dingue. On ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'active pas, nous, ces fonctionnalités, mais c'est fou. Oui, la dictée vocale, Exactement. Jérôme, un mot sur... alors un truc, j'allais dire un gadget un peu bizarre. Ce cadre photo, pour les ancêtres. Ça, je pense que c'est le truc le plus what the fuck que j'ai vu jusqu'à présent. C'est une société chinoise qui propose un cadre dans lequel vous mettez une photo de l'un de vos ancêtres, une personne décédée par exemple. Enfin, pas forcément, mais... Non, mais parce que par exemple, je peux avoir mon cadre avec ta photo. Oui. Et alors, le cadre va animer ma photo. Déjà, il va l'animer en vidéo. Donc, je vais te faire des petites mimiques comme ça, des petits sourires, coucou et tout. Bon, l'avantage, c'est que tu seras toujours à l'heure. Et en plus, tu pourras me parler. Je suis toujours à l'heure. Mais en plus, tu pourras me parler. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu converses. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu converses avec ton ancêtre décédé. Salut, ça va? Aujourd'hui, je vais faire les courses, etc. C'est le principe de développer ce qu'on a vu dans Harry Potter à la Poudlard, d'avoir des cadres où on a des personnalités qui sont décédées et avec qui on peut interagir. Mais en fait, ce concept, on sait que ça existe déjà. On est d'accord que c'est hyper chelou quand même. Non? Vu avec nos points de vue européens, on trouve ça très chelou. Moi, le premier, oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un marché pour ça. Ouais. Alors, hier, j'ai discuté avec la Joconde, par exemple, qui me faisait des sourires. Hier, en fait, on arrive à des situations où on a des phrases tellement bizarres, quoi. Hier, j'ai discuté avec la Joconde. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est une autre application. Ça, il y a 10 ans, tu partais dans un hôpital psychiatrique, tu sais. Mais tu imagines, François, ce que ça veut dire pour l'avenir des interviews? Ah ouais. Tu mets un cadre là, tu mets la photo de la personne que tu veux et tu l'interviews. Évidemment. Mais non, mais là, c'est l'avenir. Mais oui. Tu interviews, tu converses avec une IA quand même. Non, mais pourquoi je parle de la Joconde? Parce que c'est une autre application. Et par exemple, pour les musées, effectivement, ça peut être des représentations comme ça qui vont s'animer, etc. Mais bon, c'est un sujet sérieux, hein, ça, hein, parce qu'effectivement, si tu peux acheter un cadre et mettre la photo d'une personne que tu aimes, que tu chéris plus que tout, et qui a disparu, en fait, est-ce que tu vas pouvoir faire ton deuil? Enfin, ça pose des millions de questions, quoi. Ils associent deux technos que maintenant on connaît bien, c'est de créer des images animées à partir d'une simple photo. Il y en a plein sur les réseaux sociaux. Et le côté agent conversationnel avec une IA qui est censée, à partir de quelques paramètres, faire revivre un petit peu la personnalité ou coller plus ou moins à la personnalité de la personne. Bon, écoutez, c'est avec cette innovation un peu bizarre que... je te l'avais dit. Hein. On va arrêter ce débrief. Jérôme, poursuis tes innovations, poursuis ta visite de ce CES. Et je viens te dire si effectivement tu es toujours aussi déçu ou si, peut-être, tu as trouvé la voie. Eh bien, je vais essayer de trouver la voie juste derrière là, en visitant les startups de l'Eureka Park. Et alors, évidemment, on peut suivre tout ce que tu vois sur Monde Numérique avec en audio tous les jours, en vidéo avec une vidéo récap à la fin de la semaine, et puis par écrit aussi et sur les réseaux sociaux. Et Bruno, pareil, 120 secondes de tech.
ton carnet. Tout ça résumé dans moncarnet.com. C'est là où on retrouve. Voilà, on salue ton assistant, ton petit assistant junior. Oui, Noé Guglielminetti. Eh oui. C'est la suite de mon carnet. C'est mignon. Ben voilà, on salue Noé. Excellent caméraman d'ailleurs. Excellent caméraman. Ah ouais. Eh ben écoute. Comme cadreur. Là, il veut pas qu'on l'embauche à BFM Business? Non, j'en ai besoin. Parce que moi j'en ai 2 là. C'est pas facile. Hein. Ils sont un peu sur la fin, non? Allez, on plaisante. Merci en tous les cas d'être là. Merci à tous les deux. On revient dans un instant François. Pour la suite de ce Tech & Co, la quotidienne de ce jeudi. À tout de suite. BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Le retour de Tech & Co, la quotidienne, au CES de Las Vegas, ici, sur notre plateau. Plateau au cœur du Sands et de l'Horeca Park. Hein. On est juste en dessous du Venetian et vous avez juste derrière moi des centaines et des centaines de sociétés qui présentent leurs innovations. Beaucoup de startups de tous les pays. Alors il y a les françaises bien évidemment, mais voilà, le monde entier est représenté ici. Et puis il y a aussi, on va dire, des poids lourds de l'innovation et notamment français. C'est le cas de Valeo. Christophe Perilla est avec nous sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être là, directeur général de Valeo. On se retrouve chaque année pour faire un point sur les innovations de votre métier qui est équipementier. Hein. Vous fabriquez des pièces détachées pour on va dire les constructeurs automobiles, avec évidemment beaucoup d'innovations parce que tout ce que vous créez arrive quelques mois, quelques années après dans les véhicules. Et j'imagine que vous avez eu le temps un petit peu de faire le tour de ce salon. Est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent sur cette édition 2026 du CES ? Alors oui, bien sûr, c'est que le salon devient de plus en plus chinois. Mais c'était déjà le cas l'année dernière. Je crois qu'on avait dans le passé, parce que nous on y est depuis 12 ans, hein, on vient depuis 12 ans régulièrement, tous les ans, montrer nos dernières innovations. On voyait beaucoup de sociétés américaines, beaucoup de sociétés européennes. On voit maintenant beaucoup de sociétés chinoises, probablement un exposant sur 2 et chinoises, ce qui montre à quel point l'usine du monde qu'est la Chine devient aussi le centre de R&D du monde, avec une grande partie de l'innovation qui est concentrée. Et on voit alors des constructeurs comme BYD. J'ai vu qu'un fabricant de robots nettoyeurs lançait sa voiture. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, c'est même pas dans notre manière de penser. Un constructeur d'aspirateurs robots décide de sortir une voiture, un peu comme Xiaomi, finalement, que vous connaissez sans doute, qui est un géant de l'électronique et qui décide de lancer une voiture. En fait, il y a une espèce de, comment dirais-je, voilà, la voiture devient facile à faire, quoi, à construire. Alors oui, bien sûr, vous avez raison, mais sans doute aussi parce que le moteur à combustion était une barrière à l'entrée incroyable pour la voiture. Voilà, c'était le cœur de la voiture. Et le plus complexe. Aujourd'hui, le cœur de la voiture, ça devient le logiciel. Donc quand le moteur à combustion disparaît de la voiture, la barrière à l'entrée pour le secteur automobile disparaît. Mais ce mouvement, on l'a aussi chez Valeo. Aujourd'hui, on est un acteur automobile. Voilà, vous l'avez dit, on est un équipementier automobile, on est un partenaire technologique de nos clients qui sont les constructeurs automobiles. Mais nos technologies, les technologies qu'on développe, elles sont éminemment utiles pour probablement des marchés qui sont adjacents. Et donc dans les marchés adjacents, bien sûr, on pense aux 2 roues, on pense aux 3 roues, voilà, à tout ce qui est mobilité. Mais on travaille aussi sur le refroidissement des data centers parce qu'on a une très forte compétence, une très forte expérience pour refroidir les batteries de voitures, pour refroidir les chips, les composants électroniques dans les calculateurs des voitures. Et donc on peut mettre à profit tout ce qu'on sait faire, parce que l'industrie automobile, ça sait faire beaucoup de choses. Ça sait faire des produits qui sont à très bon marché, ça sait faire des produits qu'on arrive à scaler, à monter en production de manière très rapide dans des conditions de qualité que vous connaissez. C'est un secteur très exigeant. Donc finalement, nous aussi, nous avons beaucoup d'atouts pour non pas sortir du secteur automobile, mais pour compléter notre activité automobile par une activité que chez nous, nous appelons Beyond Auto, au-delà de l'automobile, en mettant quelque part nos technologies à disposition d'autres secteurs d'activité. Parce que c'est aussi peut-être une nécessité business aujourd'hui. Oui, ça l'est. Vous êtes obligé de sortir de votre métier principal
pour trouver de la croissance. Exactement. Il y a deux manières de croître pour un équipementier comme Valeo. La première manière, c'est d'augmenter le contenu par voiture. Donc c'est pour ça qu'on a une orientation très tech, très techno. C'est pour ça qu'on met autant d'argent, de moyens, d'intelligence sur la R&D. C'est pour avoir plus de contenu par voiture demain qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'électrification. C'est pour ça qu'on travaille sur l'autonomisation de la voiture. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup sur le logiciel de la voiture. Donc plus de contenu. Et puis il y a une autre manière de croître, c'est d'aller chercher des relais de croissance au-delà d'un nombre de voitures dans le monde qui n'augmente plus. Voilà. Le nombre de voitures dans le monde, il y a 30 ans, c'était 50 millions de nouvelles voitures produites chaque année. Aujourd'hui, c'est 90 millions. Et ce chiffre, il est stable. Voilà. Et ça ne s'est jamais produit dans l'histoire du secteur automobile. Aujourd'hui, on a un marché. Un plafond, c'est ça? Écoutez, c'est tellement difficile de prévoir. Donc aujourd'hui, oui, on fait nos plans sur la base d'un plafond. Maintenant, peut-être que l'Inde sera un relais de croissance considérable. Voilà, on verra. En tout cas, on ne planifie plus une augmentation du nombre de voitures produites dans le monde. On serait très heureux si ça se produisait. Et donc, on va chercher des relais de croissance dans ce qui est au-delà de l'automobile. Alors, on a vu monter en puissance des Chinois ici, avec des voitures de plus en plus, on va dire, technologiques. Qu'est-ce que vous avez annoncé, vous, en termes de nouveautés? Parce que c'est pour vous aussi l'opportunité de CES de Las Vegas de présenter, on va dire, des fonctionnalités, des nouveautés qui après se retrouveront peut-être dans nos véhicules dans quelques mois ou quelques années. C'est ça l'idée? Absolument. C'est là où on teste un certain nombre d'innovations, on les montre à nos clients, on regarde comment ces clients réagissent. Voilà, Valeo, c'est une société très technologique, je l'ai dit, et qui est finalement très focalisée. On ne fait pas tout dans la voiture. On travaille sur les tendances fondamentales de cette transformation incroyable du secteur automobile, qui est que la voiture, elle devient électrique, électrifiée, qu'elle devient autonome, et on parlera peut-être de l'intelligence artificielle. C'est un développement qui va permettre enfin de voir arriver le véhicule autonome, et puis la voiture, elle devient logicielle. Et donc on montre des innovations sur ces trois domaines. Si je prends l'exemple du véhicule électrique, du véhicule électrifié, aujourd'hui il y a vraiment trois domaines sur lesquels on travaille. C'est rendre le produit meilleur marché, parce qu'il y a un sujet sur le prix du véhicule électrique. Donc on travaille beaucoup pour en réduire le coût, de chaque composant. On travaille pour rendre l'autonomie en nombre de kilomètres de la voiture électrique plus importante. Et puis on travaille aussi beaucoup pour rendre le véhicule électrique plus durable, encore plus durable. Et là, on confirme un moteur sans terres rares, un moteur électrique sans terres rares. Donc c'est une innovation vraiment majeure dans le secteur. Qu'est-ce que vous pensez de ce léger coup de frein décidé par l'Europe concernant l'évolution et l'interdiction des véhicules thermiques d'ici 2035? Pour vous, ça n'a pas d'impact? Vous regrettez ce type de décision? Alors pour nous, ça n'a pas d'impact parce que un moteur électrique, parce que de l'électronique de puissance, un onduleur, parce qu'un chargeur de voiture, qui sont des composants de la chaîne de traction électrique que nous produisons, vous les trouvez aussi bien sur un véhicule électrique à batterie, pur électrique, mais aussi sur une hybride rechargeable, aussi sur un prolongateur d'autonomie. Donc la flexibilité que l'Europe va décider de mettre en place, elle n'est pas un problème pour nous, au sens où l'ensemble des technologies que nous avons... Voilà, finalement. Exactement. Et personnellement, vous regrettez ce type de décision? Non, je ne regrette pas, parce qu'il y a un principe de réalité. Il faut naviguer entre plusieurs écueils. On sait qu'il faut décarboner le monde et il faut décarboner la mobilité. Et là, il n'y a qu'une seule technologie, c'est l'électrique. Après, il est important que le marché ne décroche pas. Or, on voit que le marché automobile européen, il décroche. Ce qui a pour conséquence que le parc automobile, il vieillit. Et ça ne va pas dans le sens de décarboner le monde et de décarboner la mobilité. Ça provoque l'effet inverse. Voilà, donc il faut plus de flexibilité. Donc il faut quelque part essayer de décliner l'électrique le plus possible. Et donc c'est pour ça qu'on parle plus nécessairement de véhicules électriques, mais de véhicules électrifiés. Moi, c'est ça l'adjectif que j'utilise, électrifié, c'est-à-dire être capable de rouler en mode électrique la plupart du temps, pour la plupart de vos trajets.
c'est-à-dire une autonomie électrique de 100 km minimum. Et au-delà de 100 km, vous allez peut-être avoir un relais avec un moteur à combustion. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller au travail, on est en électrique. Exactement. Ce qui va représenter 90% de nos trajets. Et on part en vacances à l'île de Ré, on fait le plein. Exactement. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai. Donc, c'est donner plus de flexibilité au marché pour que le consommateur reprenne confiance et aille à nouveau dans les concessions acheter des voitures. Christophe Périllat, j'aimerais avoir votre avis aussi sur le véhicule autonome. Vous l'avez évoqué brièvement. Vous êtes un acteur important dans le véhicule autonome que vous supportez depuis de nombreuses années. On voit là que ça s'accélère, c'est évident. Waymo aux États-Unis, Zoox ici, l'entreprise qui a été rachetée par Amazon, qui fait des tests de robotaxi. L'Europe est à la traîne, la France n'en parlons même pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi y a-t-il deux vitesses, à la fois en termes de réglementation et même d'expérimentation? Parce qu'il faut expérimenter pour avancer finalement. Alors, on n'est pas à la traîne puisque Valeo est le leader mondial des technologies qui permettent... Non, mais je ne parlais pas de vous. Je sais, mais permettez-moi également de citer ça parce que c'est important. C'est qu'à la fin, ces technologies, bien sûr, il faut la réglementation pour y parvenir. Et il y a des efforts à faire et des progrès à faire, en particulier en Europe. Mais oui, les acteurs finaux, ceux qui mettront en œuvre les véhicules autonomes, ils sont aujourd'hui chinois ou ils sont aujourd'hui américains. Mais derrière tout cela, il y a des technologies fondamentales, des technologies de capteurs, où Valeo est le leader mondial, des technologies logicielles, où on a une très très forte présence. Et puis c'est nous également qui fabriquons ces gros calculateurs dans lesquels il y a des chips qui sont de plus en plus puissantes, de plus en plus importantes, qu'il faut refroidir, je l'ai dit tout à l'heure, et sur lesquels nous avons vraiment des positions très, très fortes. Donc voilà, on travaille sur ces sujets-là depuis maintenant plus de 10 ans. On est le leader sur les technologies qui permettent l'émergence du véhicule autonome. Et l'intelligence artificielle va aujourd'hui vraiment permettre de libérer tout le potentiel des véhicules autonomes. Donc le véhicule autonome, oui, maintenant on peut dire qu'il est pour demain. Mais en Europe, il sera pour quand ? Alors en Europe... Parce que c'est ça la question. On voit bien qu'aux États-Unis, en Chine, ça devient presque commun finalement. Mais quand est-ce que ça va bouger chez nous ? Alors il y a des premières annonces là sur... des robotaxis, des sociétés de robotaxis qui s'implanteraient en Europe. Voilà, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Ça va venir, et ça va venir, nous le pensons, avec des technologies, encore une fois, qui seront les nôtres. Espérons-le en tout cas, et que ça, qu'il y ait un déclic, en fait. Oui. Parce que là, pour l'instant, on a quand même l'impression d'être un peu à la traîne par rapport aux États-Unis et même la Chine. Mais j'en reviens au marché. Le marché européen automobile, c'est un marché qui est en décroissance. Donc il faut aussi traiter le sujet du marché. C'est un peu le serpent qui se mord la queue finalement. Bien sûr, c'est très important. Qu'est-ce que vous avez annoncé comme, on va dire, innovation assez intéressante lors de ce CES ? Alors on en a sur l'électrification, je l'ai dit, on en a sur le logiciel, on en a sur l'aide à la conduite. Dans le domaine de la conduite, peut-être quelque chose qui est important, c'est un pare-brise. Alors on ne fait pas de pare-brise, mais un pare-brise dont la partie basse est utilisée pour y apporter... toute l'information dont vous avez besoin. Donc, quelque part, on vient déporter à la fois l'écran et puis le tableau de bord. Mais c'est quoi, c'est l'affichage tête haute ? Alors, c'est l'affichage tête haute. Enfin, plutôt tête basse. C'est la combinaison d'une affichage tête haute sur le pare-brise, de projections d'écran qui sont en partie basse du pare-brise, c'est-à-dire à l'endroit où votre œil, finalement, va regarder. Et puis, c'est beaucoup d'intelligence artificielle qui va venir regarder le conducteur, regarder ou même où vous regardez si vous avez vu des dangers et essayer de vous donner l'information qui va être utile. Finalement, un conducteur, c'est un peu comme un pilote de chasse. On est submergé par des informations de toute nature. Et c'est très compliqué, en particulier quand on prend de l'âge. Et aujourd'hui, on voit que les systèmes d'aide à la conduite, ils viennent vous donner beaucoup d'informations, y compris celles que vous avez déjà. Et donc, avec de l'intelligence artificielle, on va venir vous regarder le conducteur, voir ce que vous avez vu, quels sont les dangers que vous avez déjà pris en compte. Oui. Et on va vous mettre sur le pare-brise exactement à l'endroit où est le danger. On va venir entourer, surligner, vous pointer le danger auquel vous n'avez pas été sensible. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'alerte devient intelligente. Elle devient intelligente. Et on minimise le nombre d'alertes. Elle est contextualisée. Elle est contextualisée, c'est exactement ça.
Et alors, dernière chose, vous travaillez évidemment pour énormément de constructeurs auto, et notamment en Corée, vous imaginez un jeu vidéo dans la voiture, c'est ça? Oui, on imagine un jeu vidéo dans la voiture. Là, on ne vous attendait pas là-dessus, parce que franchement, c'est plutôt Sony ou Nintendo. Alors, c'est pas nous qui écrivons le jeu. Et d'ailleurs, on fait appel à plein d'éditeurs qui vont créer une base de données de jeux. Mais on a tous les capteurs autour de la voiture. Donc, on sait représenter sur une image la voiture dans son environnement, exactement dans les conditions réelles. Et donc, on peut venir apporter cette information sur un téléphone portable et superposer un jeu. Donc, si vous avez vos enfants dans la voiture et que vous conduisez votre voiture, votre enfant va pouvoir essayer de conduire mieux que vous. Et on va lui mettre des obstacles. Okay. Et il va, quelque part, conduire la voiture exactement dans le contexte du conducteur réel au moment où ça se passe. Donc ça, c'est très innovant, c'est bourré de technologie et on le lance en Corée avec un constructeur coréen au cours du premier semestre de cette année. Et peut-être avec un constructeur français on ou européen, en tous les cas, bientôt. On l'espère. Merci beaucoup Christophe Périllat. Merci. Toujours intéressant d'avoir votre photo, en quelque sorte, de ce marché passionnant qui est évidemment celui du véhicule et du véhicule autonome, et de plus en plus... on va dire intelligent. Merci de votre invitation et à l'année prochaine. Avec beaucoup de plaisir. Vous êtes directeur général de Valeo. Dans un instant, encore une pépite française sur le plateau de Tech & Co. On va parler e-santé avec WeSings. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Et oui, l'une des stars de la e-santé ici à BFM Business et au CES de Las Vegas, c'est WeSings. Et je suis très heureux d'accueillir Clémence Carrel-Stévenin. Bonsoir Clémence. Bonjour François. Vous êtes directrice du développement de WeSings. Et pour tous ceux qui nous suivent régulièrement, d'habitude c'est un certain Eric Carrel qu'on reçoit sur le plateau de Tech & Co, qui n'est autre que votre papa. Exactement. Voilà. Je suis sa fille. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train avec votre frère d'assurer la relève de WeSings? Oui, exactement. Donc il faut savoir que dans la famille, on est des grands fans de WeSings. Et il y a 1 an à peu près, mon frère et moi avons rejoint l'aventure familiale pour contribuer au futur de WeSings. Et en plus, bon, je veux dire, vous avez été taillé pour ça. Hein. Vous êtes ingénieur, polytechnicien. Vous avez travaillé 10 ans chez Google. Vous avez quand même une connaissance poussée de la tech, bien évidemment. Oui, exactement. Donc mon parcours d'ingénieur et chez Google me permet de connaître la tech, les médias également, tout ce qui est marketing qui nous sert pour notre business consumer. Eh bien, très bien. Vous êtes ici au CES avec un nouveau produit qui fait beaucoup parler. C'est la station de longévité. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est. J'ai l'impression que c'est surtout la mise à jour d'un produit que vous aviez sorti il y a quelques années, qui était une balance, mais hyper sophistiquée, avec des capteurs que l'on devait toucher sur les mains, etc. Expliquez-nous un petit peu la genèse de ces produits et l'évolution que vous apportez avec cette nouvelle version. Oui, bien sûr. Donc effectivement, on est super heureux d'annoncer au CES notre Bodyscan 2, qui est la nouvelle plateforme de longévité. Donc elle prend à peu près la même forme que notre Bodyscan 1, qui était la version d'il y a 3 ans. Et donc l'idée, c'est effectivement dans sa routine quotidienne le matin, de monter sur sa balance et d'avoir un scan santé complet de son corps pour adopter des comportements plus vertueux et aller vers une trajectoire de santé plus vertueuse. C'est-à-dire que, on va dire que le passage simple sur une balance va bien au-delà qu'un affichage d'un poids avec votre technologie. Jusqu'où ça va aujourd'hui, en fait? Alors aujourd'hui, on mesure 3 grands piliers de la longévité. Donc à la fois votre cœur, la santé de votre cœur, et on est en mesure de donner un âge du cœur avec le rythme cardiaque, mais aussi la fonction de l'efficacité de pompage de votre cœur. On mesure la santé des artères et également la santé métabolique. Donc est-ce que le sucre et la glycémie, votre régulation glycémique, affectent vos organes et vous emmènent vers des années en bonne santé ou des années en plus mauvaise santé? Mais alors, comment vous arrivez à récupérer toutes ces données? Et là, c'est qu'une petite partie. Hein. Après, combien de données santé arrivez-vous à récupérer alors, cette quand balance, on se pose pieds nus sur cette balance? Cette balance mesure plus de 60 biomarqueurs qui ont été spécifiquement sélectionnés comme indicateurs de la longévité. Et le but, en fait, ici, c'est vraiment de faire parler votre corps, de traduire ce que votre corps vous dit avant que ça ne se dise via des symptômes.
Donc avant d'attendre bien l'apparition des symptômes d'une maladie chronique, vous allez pouvoir décoder votre corps et savoir ce qui commence à se déréguler. On appelle ça la décennie silencieuse, puisque le corps commence à se déréguler bien avant l'apparition de symptômes. Et donc c'est ça qu'on décode. Et aujourd'hui, simplement en posant ses pieds sur cet appareil, j'ai même pas envie de dire balance parce que c'est vraiment réducteur plus qu'une balance, finalement, mais ça donne le pois aussi. Exactement. Ouais. Ça vous donne aussi votre poids et votre composition corporelle. Oui, parce que ça fait partie justement De on va des dire marqueurs. des marqueurs importants. Oui. Comment vous arrivez à récupérer tout ça en fait? Alors déjà, donc, la manière de se peser, on se pèse et on va tenir une poignée dans ses mains. Donc c'est ça qui nous permet aussi d'avoir un scan complet de l'intégralité du corps et pas uniquement du bas du corps. Et on utilise des technologies de pointe qu'on a miniaturisées. L'ADN de WeSync, c'est vraiment de miniaturiser des technologies d'habitude hospitalières. Donc on mesure un électrocardiogramme, quelque chose qui s'appelle, on fait de l'impédance cardiographie, qui va mesurer vraiment cette fonction de pompage du cœur, et de la bioimpédance spectroscopique. Donc on envoie plusieurs fréquences dans le corps, et c'est ça qui nous permet d'aller jusqu'au niveau cellulaire pour mesurer vraiment tout ce qui se passe dans votre corps. C'est un peu comme un scanner, mais sans appareil de radiographie, c'est ça? Exactement. On peut voir très très loin dans le cœur. C'est incroyable. Ouais. Vous êtes les seuls à faire ça? Oui. Alors, autant sur mesurer le poids, il y a Oui. beaucoup de choses. Bien sûr. Mais aller aussi loin dans les artères, les cellules, le cœur, on est vraiment les seuls à faire ça et à mesurer l'intégralité du corps. Ouais. Est-ce qu'il faut monter tous les jours sur cette balance ou pas? Alors, Parce qu'il y a un côté, je vous l'avoue, qui est un peu stressant. Oui, On est d'accord? je peux comprendre. C'est un peu anxiogène, le fait de se dire, ah tiens, ce matin, hier, bon, j'étais chez des amis, l'apéro a duré un peu trop longtemps, on a un peu abusé, c'était les vacances, etc., les fêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'on n'est pas jugé un peu, Non. malgré tout? Alors, nous, donc déjà pour votre première question, combien de fois il faut monter? On recommande de monter 2 à 3 fois par semaine. Et après, le but, c'est vraiment pas de se juger. Le but, c'est la tendance dans la durée, sur le long terme. Et donc, en fait, on a une application avec des algorithmes qui embarquent de l'intelligence artificielle. C'est pas un épiphénomène parce qu'on s'est couché tard ou qu'on a un peu bu la veille qui est vraiment problématique. Ce qui se joue, c'est vraiment la tendance dans la durée. Et donc, notre intelligence artificielle et via l'application, on va être en mesure de détecter des shifts de tendance qui sont problématiques et qui ne sont pas les épiphénomènes, mais qui sont vraiment des variations de tendance qui se jouent un peu plus dans la durée et qui peuvent être les symptômes du début d'une maladie chronique. Quel type justement de pathologie, enfin de naissance de pathologie, Oui. vous arrivez à détecter avec ce type d'appareil? Donc là, avec Bodyscan 2, on va notamment donner un score de risque d'hypertension. Il faut savoir que l'hypertension, c'est le tueur silencieux, puisqu'on ne le sent pas, et malgré tout, 1 adulte sur 3 en souffre, et la moitié ne le savent pas. Donc ça, c'est une première pathologie chronique. Donc en montant régulièrement sur la balance, sans avoir un appareil que l'on met au poignet, enfin au poignet, au bras, etc., Oui, eh ben on aura des informations de sur risque sur d'hypertension. un risque, ou alors vous allez nous le dire. Alors, on ne vous donne pas votre tension. Pour prendre la tension, il faut encore mettre un brassard et un tensiomètre. En revanche, sur la base de nos biomarqueurs, on va pouvoir savoir si on vous conseille d'aller prendre votre tension ou de prendre rendez-vous chez votre cardiologue. D'accord, ouais. Donc ça, c'est une première. Et les premiers signes du diabète également. Puisqu'en fait, le diabète, avant même de se manifester et de manière visible, on a des premières dégradations qui affectent le corps, notamment les petits nerfs. Et ça, on est en mesure de le détecter également. Problème cardiologique aussi, j'imagine, ou pas? Exactement, oui. Quel type de pathologie cardiologique? Les pathologies cardiovasculaires, en fait, le cœur s'essouffle et ça, on peut le détecter bien avant d'avoir une pathologie cardiovasculaire. Donc, il y a l'hypertension dont on parlait. Il y a aussi tout ce qui peut être lié à des AVC, qu'on peut détecter en avance de phase et du coup éviter d'en arriver là. Alors, on sait que en fait, tous ces produits santé sont très réglementés. Oui. Donc là, vous avez eu toutes les autorisations et les certifications de la part des divers organismes, américains, Oui. européens aussi. On est en train de faire certifier. Du coup, la balance sera disponible au 2e trimestre de l'année 2026, le temps de finir d'obtenir les certifications. Où Et ça, notamment en France ou aux États-Unis? Les deux, Les deux. en D'accord. Europe et aux États-Unis. Il Et paraît que notamment, ça- ce score d'hypertension Ouais. sera certifié médicalement. Il paraît que c'est plus rapide d'obtenir ce type de certification aux États-Unis qu'en France. C'est vrai ou pas? Ça, je ne saurais pas vous dire. D'accord. Mais En tout cas, vous y travaillez. On y travaille des deux côtés, oui. Est-ce que ce type d'appareil travaille de concert avec d'autres objets connectés WeSings?
Oui, vous bien avez des évidemment. montres, Oui. il y a des capteurs qu'on peut mettre sous le matelas, Oui. enfin des choses comme ça. Est-ce que tout cet environnement de produits e-santé discute entre eux? Oui, bien évidemment. Donc tout l'écosystème WeSync, c'est aussi une des forces de WeSync, c'est d'avoir un écosystème de produits. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un bon état des lieux de votre santé, il y a deux choses importantes. Il y a les données pendant votre sommeil et l'importance de monter sur une plateforme qui va scanner l'intégralité de votre corps. Et donc effectivement, nous, on peut avoir les données nocturnes avec notre produit qui analyse le sommeil qui se met sous le matelas ou via la montre. Et les données du coup corporelles en montant sur son pèse-personne de temps en temps. Voilà, et vous vous attaquez même, on va dire, aux toilettes, hein, Oui. avec ce petit capteur sur lequel on doit, excusez-moi, mais uriner pour détecter, là encore aussi, des pathologies naissantes. C'est Oui. ça? Donc effectivement, on a lancé sur le marché cette année, après Ouais. plusieurs années de développement, notre produit qui s'appelle YouScan, qui est vraiment un laboratoire d'analyse de l'urine à domicile. Ça a l'air compliqué à développer ce produit, hein. Oui, ça a été 7 années de développement, de R&D, à la fois sur la mécanique, la chimie, parce qu'on fait réagir l'urine avec des bandelettes chimiques Ouais. pour analyser ce qui se passe dans votre urine. L'urine, c'est vraiment un traducteur de la santé absolument incroyable, avec un nombre de biomarqueurs à l'intérieur absolument incroyable. Et donc aujourd'hui, on a 2 cartouches, une axée nutrition et une axée suivi de l'apparition des calculs rénaux. Et donc pour les personnes qui peuvent en souffrir, c'est absolument clé de pouvoir prévenir l'apparition de ces Oui, parce calculs que rénaux. c'est très douloureux les calculs rénaux. Exactement. Et donc en fait, on est en mesure de suivre un biomarqueur, le calcium, qui est très souvent impliqué dans l'apparition, et donc de prévenir la personne pour qu'elle puisse prendre ses médicaments avant l'apparition du calcul rénal. Clémence, puisque vous allez prendre la relève avec votre frère Oui. Bruno, comment vous imaginez l'avenir en fait? C'est des objets comme ça que nous aurons tout au long de notre journée qui vont capter en fait certains signes de notre santé. C'est ça en fait l'avenir à votre avis? Oui, en fait pour moi l'avenir c'est effectivement la prise des mesures et des données dans sa vie de tous les jours de manière complètement naturelle, sans rajouter des gestes santé, puisqu'on a déjà des vies très occupées. Donc le but c'est vraiment de s'intégrer dans la journée des personnes, de mesurer des choses et d'être à la fois l'ange gardien silencieux, donc de prévenir les utilisateurs s'il y a un risque ou quand il faut consulter un médecin, et en même temps d'avoir la fonction de coach et de compagnon santé pour accompagner vers des comportements plus vertueux. Après, il faut que les médecins jouent le jeu. Oui, exactement. Vous les sensibilisez, Oui. les médecins. Oui, donc ce qui est important, c'est que on a un business. Parce que, admettons que vous me dites sur votre appli, voilà, François, on détecte, je ne sais pas moi, quelques effets d'hypertension, de je ne sais pas quoi, ou diabète, voilà. Oui. Il faut après que. Qu'est-ce que je fais moi avec ces données en fait? Je vais chez le généraliste et je lui dis mon body, comment ça s'appelle déjà? Body Scan 2. Mon body scan 2 m'a dit ça. Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe en fait? Donc, Parce qu'il faudrait imaginer un parcours finalement. Oui, donc l'entrée peut se faire soit via le patient qui a acheté sa balance et qui effectivement a une notification et du coup consulte son médecin en disant voilà, on m'a dit que j'avais un risque d'hypertension, du coup je viens vous voir. Et parfois les médecins sont également prescripteurs de nos produits pour leurs utilisateurs parce qu'ils en ont vu les bénéfices et ça leur permet aussi dans le monde de demain de faire du suivi à distance des pathologies chroniques. Comme ça, le médecin, on va plus voir son médecin forcément de manière régulière à intervalles donnés, mais le médecin a en temps réel nos données et peut nous appeler et nous contacter le jour où il identifie un risque spécifique. Est-ce qu'il va avoir le temps d'identifier ces données? On peut imaginer qu'il y a une IA qui va l'alerter dès qu'il y a un signe avant-coureur de quelque chose, c'est ça? Exactement. Et on a déjà des partenariats avec des médecins et donc on a développé une solution pour les médecins qui s'appelle le suivi à distance des patients. D'accord. Donc le médecin a son tableau de bord. Le matin, il a des feux verts pour 90% de ses patients, des feux oranges pour 7%. Ouais. Et voilà, et il a 3 personnes qu'il faut qu'il appelle dans la journée parce qu'effectivement, notre algorithme a détecté un risque particulier. Mais il faut que moi, en tant que possesseur de cette machine, je remplisse en fait les contacts de mon médecin généraliste. Comment ça marche en fait? Donc dans ces cas-là, c'est pour qu'il ait l'information. Oui, donc effectivement, il faut que le patient soit volontaire pour entrer dans le programme. Le médecin fournit un produit à son patient et donc le patient a juste à l'utiliser et de manière naturelle, les données remontent jusqu'au médecin pour informer et alerter en cas de besoin. Voilà le Body Scan 2, une vraie merveille technologique
qui sort en France, donc deuxième trimestre. Deuxième trimestre 2026. Voilà, deuxième trimestre 2026, ça va vite arriver. Merci beaucoup Clémence. Merci François. Très bon CES. Merci beaucoup. Clémence Carrel, et on salue aussi votre frère Bruno qui maintenant fait partie de l'aventure. Et on salue aussi votre papa Eric Carrel. Et vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne. On revient dans un instant pour la suite de cette visite du CES 2026. À tout de suite. BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Nous sommes toujours au CES de Las Vegas, bien évidemment, pour cette édition 2026, Tech & Co, la quotidienne, qui vous accompagne tous les soirs de 19h30 à 21h. On attaque nos dernières 30 minutes avec tout de suite une innovation bluffante qui s'appelle Siaptic. On va en parler avec nos invités. Sur le plateau de Tech & Co, j'ai avec moi Rémi Duchalard. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Fondateur de Siaptic, donc. Et nous a rejoint sur le plateau de Tech & Co. Je vais retrouver son nom tout de suite, si ça marche. Oui, c'est Salim Ejnaini. Salut Salim. Bonsoir François. Alors Salim, pour tous ceux qui sont avec nous à la télé, on a bien remarqué que tu étais équipé d'un système étonnant. Mais là, je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous à la radio. Présente-toi, ou présentez-vous, parce qu'on va se vous voyer, aux auditeurs de BFM Business. Alors tout à fait, donc pour ceux qui nous écoutent, je porte sur moi le dispositif de Siaptic, donc qui est composé à la fois d'une caméra qui est clipsée sur mes lunettes directement et qui est reliée à une ceinture lombaire que je porte sur le dos qui est assez épaisse et qui est en réalité un écran haptique. Alors on va en parler un peu plus précisément, je pense, avec Rémi. Et rappelons une chose importante, c'est que vous ne voyez pas. Je suis non-voyant, voilà. Totalement ? Oui, absolument. D'accord. Et alors, on va rentrer dans les détails dans un instant de ce que ça a changé dans votre vie, ce système-là. Voilà, pour tous ceux qui sont à la radio, une paire de lunettes et des petits capteurs qui sont sur le côté. Rémi, qu'est-ce que porte en fait Salim sur son visage? Sur son visage, donc c'est un clip de lunettes, donc ça se monte sur n'importe quel type de lunettes qui va aller capturer l'environnement en 3D qui est en face de l'utilisateur. En fait, le relief, c'est ce qui est le plus important dans la perception. Nous, on voit avec des couleurs, des lumières, mais en fait, notre cerveau va transformer en image de profondeur, ce qui permet de savoir que vous êtes plus proche que la foule qui se déplace derrière. Et c'est ça qui est nécessaire. Mais comment ça marche en fait? Quel type de capteur y a-t-il dans ces lunettes? On a pas mal de capteurs. Donc, on a un capteur de photos standard de smartphone, RGB. Et après, on a un capteur avec un flash infrarouge, un infrared time of flight, qui va envoyer des photons, on récupère la phase des photons, on obtient la profondeur. Plus une sorte d'accéléromètre et gyroscope, un IMU, qui va récupérer l'orientation de la tête de l'utilisateur. Avec ça, on reconstruit la scène en 3D qu'on pourrait situer à l'utilisateur grâce à notre réseau de neurones. Salim, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous chaussez ces lunettes et que vous activez le process? Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé sur le plateau, vous m'avez fait une petite démo. C'est-à-dire que sans ça, évidemment, vous ne voyez rien. Exactement. Vous allumez, qu'est-ce qui se passe? Si je l'allume, alors je vais compléter mes sens habituels qui sont à distance l'ouïe et à proximité le toucher par les indications que me donne le tapis haptique qui me tapote le dos. Il y a 256 petits actuateurs qui vont me tapoter le bas du dos au niveau des lombaires et me refaire un dessin, une silhouette en direct de ce que perçoit la caméra, le capteur RGB très classique. Et alors pour être précis, c'est pas les lunettes qui sont équipées, c'est vraiment le capteur qui s'applique sur les lunettes. Le capteur qui s'accroche. Et en fait, ça fait comme un petit tapotement. C'est pas douloureux. Alors c'est un peu impressionnant parce que on entend un clic-clic quand je les utilise, mais il n'y a rien d'électrique, il n'y a pas des impulsions. C'est vraiment comme si on me tapotait le bas du dos du bout du doigt. Il y a 256 petits doigts qui sont là pour me tapoter, me faire des dessins sur le bas du dos et me donner les silhouettes de ce que je croise dans la rue, en déplacement ou que je sois en utilisant ces lunettes. Si je comprends bien, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui regarde ce que vous avez devant vous et qui va tapoter, qui va dessiner avec son doigt ce qu'il y a devant vous. On a tous joué à ça quand on était enfant. Ferme les yeux, je te fais un dessin dans le dos ou dans la main. Ou et tu dois me dire ce que j'ai chose. fait. Voilà. Et c'est un peu l'idée. Alors on n'en est pas à écrire des lettres à moins qu'elles soient gigantesques, mais en tout cas on en est à avoir des silhouettes, savoir ce par quoi on passe dans la rue et être impliqué dans son environnement au quotidien. C'est assez fou de se dire que quand on ne voit pas, on ne sait pas nécessairement la taille d'un pylône, la hauteur d'un drapeau ou ce par quoi on passe quand c'est au-dessus de nous, parce que la canne ou le chien guide vont pas nous dire qu'il y a un pont au-dessus ou qu'il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est
vraiment une info descendante et que le cerveau va traiter ensuite exactement comme un sens supplémentaire, tiens par hasard le sens de la vision. C'est quelque chose, une sensation nouvelle, non, ça pour vous? Parce qu'il faut que votre cerveau comprenne que finalement, enfin il faut arriver à imager du tactile. C'est peut-être pas évident, non? On est tous plus ou moins faits pour interpréter ça. On s'est rendu compte par des études cliniques menées en France, notamment avec le 15-20, que le signal est traité par le cerveau comme un signal visuel grâce à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est un phénomène neuronal qui fait que le cerveau récupère l'info pour se réadapter et c'est vraiment traité comme de la vision, d'où le nom haptique. On voit à travers l'haptique, c'est assez incroyable. Alors Rémi, vous avez été lauréat du prix Lépine 2024. Comment vous est venue l'idée de créer ce type d'appareil? La société, on l'a créée il y a maintenant 8 ans, donc ça fait quand même quelques années. Et en fait, l'objectif au début, c'était de faire percevoir les aveugles comme nous on perçoit le monde. Et en fait, c'était un peu bête et en comprenant mieux la vision, en fait, on a réalisé qu'il fallait afficher une image telle que le cerveau perçoit le monde. En fait, on n'a pas besoin de la haute qualité, on s'en rend compte avec les vieux jeux vidéo, etc., où les capacités étaient très limitées, on arrivait à développer l'imaginaire, à faire percevoir des choses incroyables. Et là, c'est la même chose, on a une capacité d'affichage qui transmet l'image du monde, qui permet de redécouvrir le monde, surtout pour les non-voyants de naissance, parce que c'est la première fois qu'ils découvrent des objets. Je me rappellerai toujours d'un non-voyant de naissance qui était face à une fontaine. Donc, au bruit, il savait que c'était une fontaine. Et il me dit, c'est creux. Il dit, bah oui, sinon l'eau coulerait partout. Il me dit, en fait, je ne savais pas. Maintenant que je perçois, c'est évident. Et il était trop content de découvrir ça. C'est comme, il y en a un qui passait son temps à lever la tête. Donc, nous, quand on développe un dispositif, on dit, bah mince, il y a un problème, la personne passe son temps la tête en l'air. En fait, il levait la tête pour savoir si les lampadaires étaient plus grands que les feux de circulation. Ce genre de choses que nous, on découvre quand on est petit. Et que lui peut découvrir grâce au dispositif et ça développe la curiosité. En fait, la curiosité, ça se passe énormément par la vue, on voit un truc qui nous intrigue et on va le voir, on va se renseigner. Et là, du coup, ça développe aussi toute cette capacité-là. On parle beaucoup de lunettes connectées avec de l'intelligence artificielle, des capteurs pour les voyants, mais on voit que les lunettes, pour les non-voyants, c'est un potentiel incroyable, non Salim? Il y a une vraie utilisation qui est faite. Je suis moi-même utilisateur, j'en fais pas un secret, de lunettes connectées. On s'est rendu compte que... Lesquelles? Les Meta par exemple? Les Meta, qui n'ont pas d'écran et qui, par définition, quand il n'y a pas d'écran, c'est utilisable par nous. Parce que le moyen d'utiliser passe par le son ou par d'autres moyens qu'on a forcément. Comment vous les utilisez les Meta? Alors à la base comme créateur de contenu parce que c'est mon activité, mais ensuite quand l'IA est arrivée, on s'est amusé à demander des descriptions, pas seulement comme les touristes pour avoir une idée du monument qu'on regarde de la traduction d'un menu au restaurant, mais pour vraiment, décris-moi ce que tu vois devant toi. Et Meta a entendu ça, comme d'autres grosses sociétés, et ils se sont mis à pénétrer le secteur aussi de l'accessibilité. Donc il y a même des fonctions dédiées aux personnes non-voyantes aujourd'hui sur ce marché. Et on ambitionne peut-être un jour avec haptique justement, de fusionner, de créer du lien et d'aller récupérer les images, les flux de ces lunettes, de ces caméras pour plus de flexibilité dans l'usage et les relier directement à la ceinture, pourquoi pas. L'idée, Rémi, c'est quoi? C'est de miniaturiser tout ça, d'intégrer ça dans des lunettes. C'est quoi les next steps? Alors là, les next steps, c'est de sortir le produit. On a les certifications dispositif médical dans quelques mois, donc le dispositif va être sur le marché. Et après, les prochaines générations, en fait, on développait le club de lunettes parce que quand on a lancé il y a 2 ans, ça n'existait pas sur le marché. Meta a commencé à ouvrir leur plateforme il y a à peine 3 semaines et c'est encore très fermé. Donc nous, notre objectif, c'est que notre savoir-faire, c'est dans l'optique et les réseaux de neurones. Donc c'est faire sauter la partie clip de lunettes pour que les personnes déficientes visuelles puissent le connecter à leurs lunettes habituelles. C'est incroyable. Pardon, je reviens sur une fonction justement, toujours sur les lunettes connectées, mais cette fonction d'invoquer une IA pour décrire de façon vocale, on l'a intégré également dans ce clip de lunettes, puisque si je veux avoir de la précision sur les couleurs, savoir, François Sorel, ce que vous portez et à quel point vous êtes beau gosse, comme vous me le demandiez avant le départ du plateau, je clique ici, j'invoque Gemini et je lui demande de me décrire visuellement ce qui est écrit devant moi, ce que vous portez, à quoi vous ressemblez, etc. Donc on a vraiment un usage un peu complet de cette caméra qui ne passe pas seulement par le capteur haptique, vraiment. Ça révolutionne en fait votre quotidien de la tech. Déjà, le smartphone a complètement bouleversé tout ça. On est d'accord. On en avait parlé il y a très longtemps de ça, à l'époque sur RMC. Et on ne se rend pas compte parce que nous, on a le confort et le bonheur de pouvoir voir et entendre. Mais ce qu'apporte la tech pour des profils comme le vôtre, c'est incroyable. C'est l'exploitation, là, pour le coup, d'un sens
qu'on va dévier. Le toucher, on va dévier son usage pour avoir une information à distance que vous avez par le visuel. Donc ça, c'est assez fou, mais c'est vrai que la technologie, moi, pour la petite histoire, mais quand le smartphone est arrivé avec un écran tout lisse et rien pour nous le lire, on s'est dit on est mort, on est foutu, on n'a plus nos boutons avec le petit point sur le 5, on est foutu, on s'accrochait à nos vieux Nokia 3310 et puis c'est arrivé sur les iPhones, sur les Android et en fait les lecteurs d'écran nous ont changé la vie. Oui, c'est vrai que la technologie aujourd'hui est très présente sur le CES au bénéfice du handicap avec le HandiLab notamment, auquel appartient Seaptic, mais on est très friand et très preneur de ces innovations et des liens avec les créateurs étrangers aussi à travers le monde que ça peut créer d'être sur le CES. Eh bien, merci à tous les deux. Voilà, François. bon salon. Merci Rémi Duchalard, fondateur de Seaptic. Et bravo pour ce produit étonnant. Et Salim Ejnaini, merci d'être venu nous expliquer véritablement ce que vous ressentez quand vous utilisez ce produit. C'est étonnant. Merci pour votre invitation. Mais de Merci rien, avec beaucoup. plaisir. Merci. Renaud. Et tout de suite, c'est Julien Villeray qui arrive sur le plateau de Tech & Co. Il est directeur de l'innovation d'EDF et avec lui, on va découvrir ses coups de cœur de ce deuxième jour. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà, Tech & Co, la quotidienne, et Julien Villeray est avec nous. Salut Julien. Bonsoir François. Julien qui est directeur de l'innovation d'EDF et qui aussi s'improvise reporter pour Tech & Co et BFM Business. On est très heureux de t'avoir tous les jours pour que tu nous donnes ta vision en fait de ce grand salon dédié à la tech, parce que tu es un homme de télécom, parce que tu t'intéresses à l'innovation et tu as détecté pour nous 3 nouveautés, en tout cas 3 choses qui t'ont marqué. On va commencer par la keynote Lenovo. Oui. On en a un peu parlé tout à l'heure au début, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus aussi. Lenovo qui a tout donné, gros moyen pour cette Gros keynote. spectacle, Ouais, incroyable. Ouais, Tu y ouais. étais J'y étais, keynote donc dans la sphère, cette fameuse sphère de Las Vegas que toujours tout le monde maintenant aussi connaît. incroyable. Toujours très très waouh, Ouais. une production vidéo absolument incroyable. Tout ça est en diffusion, en image 14K sur une sphère qui ressemble à, je sais pas, 10 géodes, j'en sais rien. Enfin, c'est très impressionnant. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est tellement grand. Moi, pour la première fois, j'étais tout en haut Ouais. à la présentation Lenovo. J'avais le vertige, en fait. Parce que le sol est tellement loin, ça donne le vertige. C'est absolument impressionnant. Et donc Lenovo a fait sa grande keynote annuelle, sa TechFest, avec plein d'invités, des patrons de Microsoft, de Intel, d'AMD. Jensen Huang sur scène, évidemment, parce qu'il est partout. Donc il était là avec son blouson Un de joli cuir. casting, ils Un avaient tout le monde. casting magnifique. Ils avaient mis les moyens. On sent que c'était vraiment le moment où ils voulaient impressionner leur monde. Et même si c'était l'occasion de faire des annonces, on va dire un peu sur le papier, puisqu'il n'y a pas eu de démo live de nouveaux produits, ils ont fait une annonce qui a pas mal marqué et qui, je trouve, est assez symbolique peut-être d'un changement autour de l'IA et qui est permis par l'IA. Ça s'appelle Qira, Q-I-R-A. C'est l'intelligence artificielle de Lenovo. Bon, on peut se dire, bon, super, une énième Encore intelligence une. artificielle, une de plus, etc. Sauf que ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils vont avoir cette intelligence artificielle qui va fonctionner par la voix, par l'écrit, sur l'ensemble des devices de Lenovo. Alors on connaît Lenovo pour ses PC, mais en fait Lenovo, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que c'est aussi Motorola, c'est-à-dire tous les tablettes, les téléphones Motorola. Et en fait, quand je les ai entendus parler de ça, je me suis dit, mais en fait, ils sont en train d'essayer de faire ce qu'Apple n'a pas encore réussi à faire avec le nouveau Siri, c'est-à-dire une intelligence artificielle personnelle qui est capable de lire tous les documents qui sont présents sur le PC, qui connaît tous les contacts qui sont sur le téléphone, tous les messages qu'on a envoyés, bref, absolument tout le contexte de notre vie personnelle et professionnelle. Et donc peut faire des propositions proactives. Par exemple, prépare-moi une présentation pour ce soir, pour le CES, sur la base des emails que j'ai échangés avec mon équipe hier, et va réussir à aller analyser tous ces documents et à produire quelque chose. Oui, mais Julien, est-ce que Copilot de Microsoft ne le fait pas déjà, ça? Alors, Ou on va dire Gemini de Google. Jusqu'à présent, aucun ne va aussi loin, mais encore une fois, c'était qu'une annonce de Lenovo. Mais c'est pas ça en fait que je trouve le plus intéressant. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Lenovo, c'est une boîte de hardware. Et historiquement, c'est une boîte qui pousse des boîtes, comme on dit un peu trivialement. C'est-à-dire c'est des gens qui font de la supply chain, des PC les moins chers possibles, qui peuvent vendre le plus possible. C'est la première entreprise de vente de PC au monde. Oui. Il n'y a pas plus gros que Lenovo. Motorola, le Razr de Motorola, c'est le téléphone le plus vendu aux États-Unis aujourd'hui. Donc c'est une entreprise absolument énorme. Et en fait, ils veulent remonter la chaîne de valeur et plutôt que de vendre des PC avec des logiciels faits par Microsoft, par exemple avec Copilot, ils sont en train de dire non, moi je vais remonter la chaîne de valeur avec de l'IA personnalisée qui va être disponible sur tous les devices Lenovo. Et donc c'est une stratégie qui va vers une forme de premiumisation à la Apple. Et je trouve ça intéressant qu'une marque réputée
voilà, plutôt pour ces PC, on va dire, traditionnels, décident d'aller à fond dans l'IA et dans une IA vraiment personnelle, ancrée dans leur propre device. On va voir si ça marche, on va voir si ça va apporter de la valeur à Lenovo, mais j'ai trouvé ça intéressant. L'IA est partout, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on se rend compte aussi que même le divertissement est présent ici, et notamment chez Lego. Alors, un acteur qu'on n'attendait pas du tout dans ce domaine, Lego, voilà, qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, et bien là, ils arrivent à innover. Oui, et c'est absolument frappant, et je viens d'en parler parce que il n'y a pas de marque peut-être plus universelle que Lego, en tout cas dans le jeu pour les enfants historiquement. Et c'est tout, c'est une marque qui a réussi à se réinventer ces 10 dernières années sur un marché qui s'appelle celui des kidultes, c'est-à-dire les adultes qui ont un peu encore des goûts d'enfants, donc qui aiment faire des Lego même quand ils ont 30, 40, 50 ans, et qui sont évidemment prêts à dépenser pas mal parce qu'on a plus d'argent et plus de moyens en général quand on a ces âges-là. Et donc ils ont fait une annonce qui va toucher énormément de monde, et c'est ça qui m'intéresse dans cette annonce. Ils ont lancé ce qu'ils appellent la Smart Brick. Donc la brique Lego en fait, brique Lego tout à fait traditionnelle mais intelligente. Et c'est pas une annonce futuriste, c'est des produits qui vont être lancés dans 2 mois, dans le cadre de 3 sets Lego Star Wars en l'occurrence pour l'instant. Et c'est quoi ces briques? C'est des toutes petites briques donc de 2 par 1 comme on dit chez Lego, dans lesquelles il y a un microprocesseur, un émetteur Bluetooth, une batterie, un MEMS, c'est-à-dire quelque chose qui permet de se positionner dans l'espace, un accéléromètre, comme on dit en bon français, et un système mesh, c'est-à-dire que les briques sont capables de se repérer les unes les autres dans l'espace, mais aussi de communiquer entre elles. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer en fait comme il y a usage énormément d'usages évidemment possibles, mais les exemples qu'a donné Lego sur les kits qui vont sortir, c'est que par exemple, un des kits, par exemple, est avec un Dark Vador, donc à la fois le petit personnage de Dark Vador et un lieu. Alors, je ne suis pas un grand fan de Star Wars, donc je ne connais pas tous les détails, mais en tout cas un lieu qui est un peu le repère de Dark Vador. Et bien, automatiquement, quand le Dark Vador, le petit personnage, va s'approcher de cet endroit, ils vont communiquer entre eux et ils vont être capables d'avoir une sorte de dialogue. Alors, en l'occurrence, c'est pas avec une voix parlée, avec une langue connue, c'est une langue, on va dire, extraterrestre, mais qui vont commencer à échanger. Quand un vaisseau va se rapprocher, il va y avoir des bruits de laser qui vont aller dans le sens où arrive le vaisseau, donc il va être vraiment dirigé. Et toutes ces briques-là savent se diriger entre elles, donc elles savent interagir entre plusieurs kits. C'est assez extraordinaire, honnêtement, parce que c'est très simple. Là, raconté comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'ultra high-tech, et ça l'est sûrement dans le fond du produit, mais c'est pour un usage vraiment pour des enfants au départ. Donc ça ne demande aucune programmation, ça ne demande pas d'outils spéciaux. Les briques sont censées avoir une charge qui tient très longtemps, et il y a un petit matelas de recharge sur lequel on peut les poser pour qu'elles se rechargent quand elles n'ont plus de batterie. Bref, j'ai trouvé ça hyper intelligent de rendre smart, mais de façon extrêmement simple, très transparente finalement, le Lego qui est le jeu universel. Honnêtement, je crois qu'on a tous joué à Lego, et je crois que tous les enfants encore aujourd'hui jouent avec des Lego. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même la vision d'une boîte comme Lego finalement, qui se dit ok, ça fait des dizaines d'années que j'innove pas forcément. Alors oui, il y a des licences et des choses comme ça, mais en termes de hardware, ils réinventent quelque chose qui n'avait pas bougé depuis toujours en fait. Exactement, et ils font ce choix qui est très difficile justement de faire du hardware, c'est-à-dire jusqu'à présent l'innovation c'était souvent j'ai une appli sur le téléphone, je fais de la réalité augmentée, voilà, j'apporte finalement un univers supplémentaire à travers le digital et l'IA. Là c'est vraiment du hardware, c'est de la brique avec un ordinateur dedans, mais qui permet d'augmenter vraiment le jeu. Voilà, je vous invite à aller voir les démos sur YouTube, c'est vraiment assez intéressant, et surtout ça va toucher tout le monde. Et ça arrive en France bientôt là, ça arrive en 2026. En 2026. Les 3 premiers kits donc avec la licence Star Wars seront vendus en 2026 pour, je crois, autour de 70 € la premier prix. Et après, évidemment, on peut associer de nouvelles fonctionnalités, complètement. La fonction même des Lego, quoi. C'est le principe des Lego, c'est qu'on peut les réutiliser indéfiniment. L'autre sujet que tu voulais évoquer avec nous, c'est le vieux serpent de mer Matter. Oui. Matter qui est ce standard en fait des objets connectés qui, sur le papier, est génial, devrait régler tous les problèmes qu'on connaît, c'est-à-dire que tu achètes un produit Amazon, il va fonctionner chez Google, mais aussi chez Apple, chez Microsoft, etc., etc., ou même chez tous les constructeurs chinois qui sont là en nombre. Et tu voulais nous en parler. Oui, parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, évidemment. Ici, beaucoup au CES, chaque année, on dit c'est l'année de Matter, c'est l'année de Matter. Et je crois que ça y est, c'est plus l'année de Matter et c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les experts que j'ai rencontrés, les gens que j'ai vus sur le sujet, les spécialistes de la Smart Home disent, en bon anglais, Matter doesn't matter anymore. Ça veut dire que Matter n'a plus aujourd'hui d'objet
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est tellement intégré partout, c'est tellement devenu un standard que ça y est, on n'a plus besoin d'en parler parce que tout le monde est compatible avec Matter. Et donc, on a enfin atteint peut-être ce graal de la smart home, qui est qu'on n'a plus besoin de se demander si les devices vont être compatibles avec les autres devices qu'on a dans la maison. Bah ça y est, c'est cette année, en 2026 au CES, on y est arrivé. Alors que il y avait pas mal de tensions quand même. Énormément. Et je trouve que c'est quand même aussi très intelligent de la part de tous ces constructeurs qui sont de féroces concurrents de se mettre d'accord sur un protocole commun. En fait. Exactement, et qui c'est était toujours pas très facile compliqué. à mettre en place aussi, j'imagine. Ça a pris beaucoup d'années, ça a demandé, de ce que j'en sais, beaucoup de débats et donné lieu à beaucoup de tensions effectivement en coulisses. Mais on y a réussi et aujourd'hui, ils y sont. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça a tellement bien marché, Matter, même si encore une fois, il faut améliorer certaines interopérabilités, il y a encore des défauts, mais ça a tellement bien marché que ça y est, il y a un nouveau consortium qui est né et qui se développe autour de la clé électronique. Aujourd'hui, les serrures électroniques, tous ces outils-là, on revient un peu au problème d'avant Matter, c'est que il faut avoir le bon téléphone, il faut que ce soit compatible avec tel outil Apple ou tel outil Android, etc. C'est compliqué, c'est pas interopérable. Des fois, ça marche avec ma voiture, des fois pas. Enfin bref, c'est jamais. Ça y est, il y a un groupe d'interopérabilité dans lequel est présent Google, Apple et bref tous les grands constructeurs de téléphones, de voitures, etc. Et qui va enfin permettre d'avoir des clés universelles sur son téléphone pour ouvrir sa maison, pour ouvrir sa voiture, etc. Sur le principe de Matter. Donc voilà, on progresse pas mal quand même dans ce domaine-là, même si c'est toujours un peu lent. Finalement, est-ce que 2026 ne serait pas l'an 1 de la vraie maison connectée facile, finalement? En tout cas, je pense qu'on est effectivement, on a dépassé ça. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand on va chez tous les fabricants aujourd'hui d'objets pour la maison, ils font tous maintenant tout type d'objets connectés. Avant, il y avait les spécialistes des ampoules, Philips, il y avait les spécialistes de tel truc. Voilà. Là maintenant, en fait, ils ont tous lancé des caméras de sécurité, ils ont tous lancé des capteurs. Pourquoi? Parce que tout ça est enfin devenu simple et interopérable. Et bien voilà, peut-être que cette intervention vous donnera envie de goûter enfin la maison connectée. Ça devrait marcher. Voilà. Normalement. Merci Julien. Merci François. On se retrouve demain? Avec plaisir. Voilà, Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF. Et vous restez avec nous. On va terminer ce Tech & Co avec une start-up qui s'appelle Soned. On vous explique tout dans une minute. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà, et pour terminer ce deuxième Tech & Co depuis le CES de Las Vegas, on va parler de son avec Soned et Nicolas Turpot qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir François. Vous êtes le fondateur de Soned, donc on se rend compte, on n'arrive pas à se rendre compte en fait l'importance du son et comment en fait on peut détecter plein de choses avec des sons. Vous êtes parti de ce constat pour développer cet appareil que vous avez porté sur ce plateau. On ne se rend pas compte parce que déjà c'est une technologie qui est très très nouvelle. On est tout juste sorti des laboratoires de recherche, donc c'est normal que ce ne soit pas dans notre quotidien déjà. Et oui, on ne se rend pas compte que dans notre quotidien, tous les jours, on entend 200, 300, 1000 sons et ça nous aide à naviguer dans notre quotidien de façon assez classique. Et nous, du coup, de ce côté-là, on se focalise sur les sons qui sont des sons d'urgence, qui sont forcément les sons les plus importants à détecter au début. Parce que c'est ça l'idée de Soned, c'est une espèce de capteur sonore qui va alerter lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est exactement ça. Et donc nous, Soned, on est l'intelligence qui permet à n'importe quel type d'objet connecté de notre quotidien, ça pourrait être des objets, ça pourrait être votre montre connectée, votre télé, votre téléphone, de détecter des situations de détresse par le son. Donc ça va être l'intonation dans la voix, par exemple, quelqu'un qui gémit de douleur, un cri de panique, un appel à l'aide, mais ça peut aussi être une alarme incendie, le bruit d'une chute, un bruit percussif, etc. Est-ce que ça peut être le silence aussi ? Eh bien, ça peut être un silence très anormal, en effet. S'il y a un moment de la journée, il y a un silence très anormal, on va pouvoir le détecter. Mais forcément, le silence, ça met plus de temps à se déclencher parce que un silence de 3 secondes, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Oui, mais un silence peut évoquer quelque chose sur une longue durée. Exactement. Le silence sur une longue durée donne beaucoup d'informations. Parce que vous avez eu l'idée l'idée de départ, c'était pour aider les seniors, c'est ça ? Dès le départ, c'était pour aider les gens. Et en fait, forcément, vu nos problématiques démographiques aujourd'hui, l'aide des seniors, c'est un sujet incontournable. Donc quand on veut aider les personnes, on voit très bien qu'on veut laisser les seniors à domicile. Et donc d'avoir des nouvelles technologies qui sont non stigmatisantes, non portées, c'était un peu une évidence. Donc en explorant le marché, on a commencé par le marché des seniors, en effet. Alors, donnez-nous quelques cas d'usage, justement pour les seniors. Et après, on évoquera les autres cas que vous êtes en train de mettre en place.
Ok, donc par exemple pour les seniors, là aujourd'hui on fait un partenariat avec une filiale du Crédit Mutuel Arkea qui fait ce boîtier-là. Donc ça va être c'est une centrale de téléassistance, on appelle ça. Donc vous allez connaître le bracelet ou le collier. En réalité, ce bracelet ou ce collier pour les personnes âgées, il est souvent relié à une centrale de téléassistance. Donc ça peut être un boîtier, ils ont aussi une tablette. Et donc nous, Soned, on met la détection sonore dans cette centrale. Et donc comme ça, si la personne ne porte pas son bracelet ou son collier, si jamais quelqu'un, par exemple, tombe et va gémir de douleur, ça va automatiquement déclencher la boucle d'appel. Donc la boucle d'appel, si certains ne connaissent pas, c'est qu'après ça contacte une centrale d'appel qui vérifie qu'il y a un problème. Et là, soit elle vous appelle, vous, la famille, soit ça appelle directement les secours si la situation est trop grave. Parce que c'est vrai que c'est révolutionnaire, les capteurs, enfin les bracelets ou les pendentifs que les personnes âgées peuvent mettre autour du cou ou autour de leurs bras. Mais il faut penser à le charger, il faut penser à le porter. Et l'idéal, ça serait que finalement, qu'on n'ait plus besoin d'avoir ce type de capteur et que ce soit des capteurs ambiants qui détectent en fait des situations anormales. On est d'accord ? On est d'accord, et surtout qu'il y a 2 gros problèmes dans ce que vous dites. Déjà, la peau des personnes âgées, c'est très dur de porter des bracelets à un moment ou un autre parce que ça devient vraiment irritant et ça fait mal. Et au-delà de ça, les personnes âgées, elles trouvent ça très stigmatisant d'avoir un système. Évidemment. Et donc, si vous avez déjà convaincu vos parents ou vos grands-parents, c'est hyper dur de leur faire accepter. Ils vont toujours vous dire qu'ils ne sont pas si vieux. Et en fait, même au moment où ils sont très très vieux, par exemple, il n'y a personne de leur entourage qui est plus vieux qu'eux, ils vont toujours dire « je ne suis pas si vieux, ça va ». J'en ai pas besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Et donc, en fait, c'est là où la technologie doit être au service de l'usage. Et donc, nous, on permet à des objets qui seraient vraiment du quotidien, où vous vous rendrez même pas. Par exemple, ça pourrait être votre interphone connecté, qui, si jamais il y a un problème, se déclenche. Et vous direz, mais pourquoi ? Il y a un microphone dedans, on pourrait détecter des cas d'usage et envoyer une alerte. Envoyer l'alerte, c'est assez facile. Et là-dessus, pour nous, ce qui est très important en tant que start-up française issue de la recherche, c'est qu'un gros différenciant, c'est qu'on fait tout directement dans le boîtier, en embarqué. Donc, il n'y a aucun son qui sort de la maison. Et c'est pour ça qu'on est très content de faire ça pour les personnes âgées, puisque ça respecte la vie privée à 100%. Sinon, ça serait plus dur à faire. Ce produit est issu de l'Institut en sciences de numérique de l'INRIA. Et vous avez collaboré avec l'Université de Lorraine et de Tokyo aussi, je crois. C'est exactement ça, on est toujours en collaboration avec eux. Donc moi je suis issu de l'INRIA, j'ai une thèse en reconnaissance des sons ambiants. Okay. J'ai eu des collaborations internationales pendant ma thèse avec des petites boîtes genre Google, Adobe. Donc c'était assez intéressant. Ils venaient nous voir pour la détection d'environnement réel. Et là ce qu'on fait avec l'Université de Lorraine et Tokyo, c'est toute la partie embarquée, donc d'être toujours à la pointe de l'intelligence artificielle embarquée, donc de faire des modèles qui sont toujours de plus en plus petits pour l'embarquer dans de plus en plus d'objets connectés. C'est pour ça je parlais de la montre par exemple, on n'est pas encore là, mais bientôt, normalement l'année prochaine, on devrait être capable de le faire. Ah, très bien. Donc on aura une bonne occasion de se retrouver l'année prochaine alors. Exactement. On a parlé des seniors, donnez-nous les autres cas d'usage que vous avez développés avec ce boîtier Soned. Dans les cas d'usage qu'on est en train de développer, par exemple, ce boîtier-là, il est dans des vestiaires de salles de sport parce qu'on ne peut pas mettre une caméra et pour autant, il y a des accidents qui arrivent, des gens qui vont tomber à la sortie de la douche. Ils sont venus nous voir parce qu'on ouvre de plus en plus en amplitude horaire les salles de sport et les gens sont de plus en plus isolés. Et donc, un cas qui est très proche, c'est le travailleur isolé. Et là, ça va détecter quoi ? Le bruit de quelqu'un qui tombe par terre ou est-ce qu'il faut que la personne crie ou gémisse ? Eh ben, ça peut détecter le bruit de quelqu'un qui tombe, mais ça va être dans un rayon limité. Oui. Et donc, le cri et les gémissements seront beaucoup plus parlants dans ce genre de cas. Mais par exemple, s'il y a un brouhaha, par exemple, si jamais on va tomber le long des vestiaires, que ça va faire plein de bruit, ça va être plus facile que quelqu'un qui tombe très loin avec un petit boom. Enfin, quelque chose d'inhabituel, on va dire. Voilà, et en fait, il faut voir ça comme... ce qu'on fait en termes d'intelligence artificielle est assez proche de ce qu'on veut faire nous en tant qu'humains. Si vous dites ça me paraît pas très alarmant, nous, notre intelligence artificielle, elle va faire pareil. Si vous dites oh là, c'est très bizarre, on va faire la même chose. Et ça se connecte comment en fait ? Ça se connecte au web, en Wi-Fi, à ce boîtier ? Ça se connecte, en fait c'est nos clients qui font la connectique. Nous on vient mettre l'intelligence et donc par exemple dans un vestiaire de salle de sport ça va envoyer un PC sécurité, donc il y a une connexion des fois filaire, des fois Wi-Fi, des fois Bluetooth. On peut faire des cas, en fait on nous a même demandé pour des transports par exemple, on pourrait mettre la technologie dans un cockpit et que ça envoie l'alerte aux autres personnes de l'avion parce que ça serait tout en circuit fermé. Et bien voilà, ça s'appelle Soned. Nicolas Turpot, bon CES 2026. Merci beaucoup et merci pour l'accueil. Mais de rien, merci beaucoup. Et ce Tech & Co, la quotidienne, est terminé pour ce deuxième jour
Merci de nous suivre, bien évidemment. On se retrouvera la semaine prochaine, c'est ça la bonne nouvelle. On a encore plein de choses à vous raconter pour ce CES 2026. Lundi et mardi, 19h30, 21h, Tech & Co sera ici depuis le CES de Las Vegas. Et puis bien sûr, restez avec nous ce week-end. Demain, De quoi je me mail. Et puis, bien évidemment, tout au long de la matinée et le soir et toute la journée sur BFM Business, des rendez-vous pour vous faire vivre ce CES. À très vite et merci de nous suivre. BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas.